Bienvenue dans cette grande émission, Salon de réflexion. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous présenter cette très belle période médiatique. C'est comme ça que j'aime appeler cette émission, parce que nous faisons appel aux experts qui, avec eux, nous tentons de réfléchir sur les questions de l'heure et aussi proposer des pistes et des solutions sur tout ce qui se passe dans notre pays. Il s'appelle le vice-ministre honoraire Willy Michiki. Il est aussi président national du parti Union nationale de nationalistes, en qui je dis bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Okay. C'est avec lui que nous allons décrypter les actualités de cette période que traverse notre pays, et nous allons tenter avec lui de trouver des voies et moyens comment sortir notre pays dans cette crise qui dérange vraiment les morales de toute la population congolaise. Alors cette émission a toujours été présentée en équipe avec nos amis de différents organes de presse. Il s'agit là de actualité.cd. Nous avons sur ce plateau Roberto Chai. Bonjour Roberto. Bonjour. Il y a aussi Vincent Muzungu qui est journaliste de Éco-Dynamique Télévision et de TV, une chaîne internationale. Je dis bonjour Vincent Muzungu. Bonjour Chassé Kimao. Nous allons brosser cette actualité avec, nous commençons avec les élections, qui est un sujet qui dérange vraiment tout le Congolais, tant au niveau national qu'au niveau international, mais aussi d'autres pays. Et le professeur Willy Michik va pouvoir nous répondre déjà. Comment vous jugez les processus qui nous amènent vers les élections? Est-ce que ça sera possible qu'on ait des élections dans le délai prévu par la CENI, ou encore il faudrait attendre, vous en tant qu'expert, un mot d'entrée de jeu? Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement ébélé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a vu le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, toi, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a le français, le portugais, le brésilien, le angolais. Comment ça te voir même dans la Nollywood TV. Na zone sous sur une émission 100% grâce. Donc Bola Mwanzambe toujours. Bah numéro zana, contactez-nous. Tozana to distribué partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Oui, je voudrais dire que c'est vrai, le processus électoral en RDC évolue en dents de scie. C'est dommage et malheureux que la classe politique et sociale congolaise ne s'inspire pas des erreurs du passé. Nous avons déjà eu quand même à organiser 2 cycles électoraux qui ont émaillé des conflits. Ces conflits-là, ces erreurs-là, nous devrions aujourd'hui les capitaliser pour que la 3e fois que nous allions organiser les élections, que nous puissions les rendre les meilleures. Les élections, c'est une occasion pour réunir les peuples et non pas les diviser. C'est ainsi que j'en appelle encore une fois de plus, de respecter la Constitution. La Constitution aujourd'hui reconnaît à la CENI les prérogatives
de pouvoir organiser les élections. Mais lorsque les politiques et la société civile s'y mêlent, ce n'est plus les élections attendues et c'est le chaos qu'on nous a toujours offert. Rappelez-vous qu'à l'époque de Moulonda, c'était la même chose. On a précipité les choses, c'était le chaos. À l'époque de Malou Malou, la même chose. C'est ainsi que nous devrions aujourd'hui comprendre que les élections, quoique c'est une question essentiellement consensuelle, mais aussi elle est technique. Et laissons cette affaire aux techniciens. Dans d'autres pays, notamment dans les démocraties occidentales, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a confiance. Mais puisqu'ici nous n'avons pas confiance dans nos gouvernements, surtout en Afrique, c'est comme ça qu'on a mis en place, on a conçu une structure tout à fait spéciale qui s'appelle la commission électorale. Et vous trouverez ça dans beaucoup de pays. Lorsque vous vous confiez à cette commission-là, qu'on peut estimer être neutre, alors il faut lui laisser faire son travail. Nous avons eu dans ce pays déjà 4 calendriers électoraux qui ont accouché d'une souris. Il y a eu le calendrier de Maloumal en 2014 et 2015, qui était le calendrier forcé. Je me rappelle à l'époque, Maloumal avait présenté son calendrier, mais nous les politiques, nous nous sommes opposés à ce calendrier. Mais ce calendrier-là n'a jamais vu les jours. Il y a le 3e calendrier qui est le calendrier de Corneille Nangaa, qu'il a présenté lors des assises de la Cité de l'Union africaine, qui prévoyait les élections générales en avril 2014. Je me rappelle que dans ce calendrier-là, Corneille Nangaa avait proposé que les élections générales puissent avoir lieu en novembre 2018. Mais la pression de la classe politique les a ramenés vers avril 2018 et l'alternance au sommet de l'État, c'est-à-dire l'élection du président de la République, un certain 8 mai 2018. Mais ce calendrier-là aussi a été, quelques mois après, saboté par l'accord de la cité, par l'accord de Saint-Sylvestre, du centre interdiocésain, qui a aussi amené notre calendrier, que j'appelle le calendrier ecclésiastique. Ce calendrier ecclésiastique fut encore un désastre, puisque c'est un calendrier qui n'était même pas échéancier. Je peux encore accepter le calendrier de l'accord du 18 octobre, puisque c'est là au moins, il y avait des dates précises, et c'est là où d'ailleurs on prévoyait la constitution du fichier électoral au plus tard le 31 décembre, et le 31 juillet 2017. Donc, mais le calendrier des évêques n'a rien prévu, et là, il a seulement prévu que les élections se tiennent au plus tard le 31 décembre. Alors que les élections, ce n'est pas une baguette magique, ce sont des étapes. Il fallait les échéanciers de façon que nous puissions faire le monitoring. Déjà là, je signale que c'est un salon de réflexion. Nous allons vraiment épuiser toutes nos énergies pour essayer de décrypter la réalité. Je vous ai suivi religieusement en train d'apprécier le premier accord plutôt que le deuxième par rapport aux échéances qui ont été préparées par le premier accord mais qui n'ont pas été prises en compte dans le deuxième accord. Est-ce que dans cette même thématique-là, nous avons vu le président de la CENI qui, selon lui, juge qu'il serait mieux d'avoir 504 jours pour qu'on arrive effectivement aux élections. Est-ce que c'est là, pour vous, en tant qu'expert, vous croyez vraiment que cela peut avoir une effectivité et ça peut être concrétisé avec le terme technique avancé par le président de la CENI? Oui, d'emblée, on a comme l'impression que 504 jours c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que nous sommes dans les besoins maintenant. Or, ailleurs, c'est ça aussi le problème dans ce pays. Les élections ne se préparent pas en un jour ou à des mois. Les élections se préparent pendant les cycles électoraux. En principe, le lendemain de la publication de l'élection présidentielle, c'est-à-dire je parle ici de décembre 2011, en janvier déjà 2012, on devrait commencer déjà à préparer les élections de 2016. C'est comme ça que ça s'est fait.
malheureusement pour nous, comme vous savez, d'habitude toujours, nous traînons. Il y a eu aussi des retards au niveau de la commission électorale avec les remplacements d'abord de Goïmoulou par Manoumanu, la maladie de Manu, pendant la maladie de Manoumanu, la CENI était presque en panne et ne savait qui s'est pris. Donc tout ça a impacté sur l'organisation des élections. Je ne parle pas encore des questions de financement, puisque tous ceux qui s'étaient engagés n'ont rien donné, ainsi il faut le dire. Rappelez-vous que les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont promis de contribuer au processus électoral à hauteur de 710 millions de dollars. Aujourd'hui, il n'y a rien dans la caisse de la CENI. Le budget de la CENI a déjà dépassé plus de 1 milliard de dollars. Notamment aujourd'hui, même au moment où nous parlons aujourd'hui, il nous faudra encore 215 millions de dollars pour parachever les opérations d'enrôlement. Il nous faut 500 millions de dollars pour organiser l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection provinciale telle que prescrit dans l'accord de Saint-Sylvestre. C'est impossible aujourd'hui de trouver cet argent-là. Il nous faut 300 millions de dollars pour organiser les élections locales. C'est pratiquement impossible. Donc, vous comprendrez qu'il est impossible aujourd'hui, même quoique la bonne volonté, même si on a mené la meilleure commission électorale ici, même si on a mené le meilleur gouvernement, on n'aura pas et le temps et les moyens. Ça, c'est ce qui est concret. Donc, moi, je peux parler d'une manière réaliste. On n'aura pas ce que vous avez dit là tout à l'heure. Je passe la parole à notre confrère de actualité.cd. Mais je voudrais quand même dire un mot sur les 504 jours. Moi, j'estime que même les 504 jours aujourd'hui, c'est peu. C'est peu pourquoi? Puisque dans les 504 jours, la CENI n'a pas pris en compte l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Quoique, elle a pris seulement en compte l'enrôlement des Congolais vivant à l'intérieur du pays. Alors que la loi électorale a prévu l'enrôlement des Congolais de l'étranger qui vont participer à l'élection présidentielle. Mais pour la CENI, comme ce qui est prioritaire, c'est la constitution du fichier électoral en vue de préparer les projets de loi sur la répartition des sièges, et comme les Congolais de l'étranger ne vont pas participer à d'autres scrutins, on a estimé qu'il faut les laisser de côté et les enrôler au fur et à mesure. Nous venons d'écrire ce matin à la CENI pour demander à la CENI d'accorder au moins 50 jours de bonus aux Congolais de l'étranger pour que même si ils ne vont pas être concernés au projet de loi sur la répartition des sièges, mais au moins qu'il y ait un échantillon à la clôture du fichier électoral général de la représentativité du Congolais de l'étranger qui contribue beaucoup à l'économie de notre pays et qui a toujours malheureusement été ignoré du processus électoral et même politique dans ce pays. Nous allons revenir forcément dans ce que vous venez de dire. 504 jours, c'est peu. Nous allons 50 jours pour essayer de reposer encore d'autres questions. Je passe la parole à notre confrère de actualité.cd, Roberto Chal. Monsieur Mouchiki, je viens de vous écouter, même si la voix ne me permet pas, mais je vais essayer. Dites-moi un peu, pourquoi avoir accepté de signer ou de participer dans le dialogue de Saint-Sylvestre où vous avez pu discuter de toutes choses? Vous avez accepté de signer l'accord, mais dans l'accord, on prévoyait déjà l'organisation des élections le 31 décembre. Mais de ce côté-là, l'opposition trouve de mauvaise foi. Après avoir signé l'accord, vous trouvez encore de moyens pour dire que non, ce ne sera pas possible d'organiser des élections le 31 décembre de cette année, auquel la CENI demande d'accord 504 jours. Pourquoi ne pas avoir dit tout ça pendant la discussion de Saint-Sylvestre et attendre seulement la mise en œuvre de l'accord et commencer encore à mettre de manœuvres pour organiser les élections? Pourquoi tout ça, M. Wilmichi? Nous devrions aujourd'hui reconnaître et dire la vérité à notre peuple que l'accord de Saint-Sylvestre était une véritable arnaque, un vrai hold-up politique. Puisque même la CENI actuelle, lors des assises au centre interdiocésain, s'était opposée à l'idée selon laquelle les élections pourraient être organisées dans ce timing-là.
C'est pourquoi d'ailleurs qu'on n'a pas prévu à ce que la CENI puisse apposer sa signature à cet accord. Puisqu'on ne peut pas parler des élections lorsqu'il n'y a pas un calendrier échéancier. Et en plus, vous constaterez que dans cet accord-là, dans les discussions au centre interdiocésain, 98% de débats ont été axés autour du partage du pouvoir. C'est aussi que vous avez vu, par exemple, le président Tshisekedi, que son âme me repose en paix, qui n'a rien demandé, on lui a attribué comme ça, sans même le consulter, le poste du président de Sensa. Personne n'a une tweet, il n'a même pas demandé. Donc on voulait plus satisfaire les individus. Donc ça c'est une erreur de négociation. C'est pourquoi vous avez vu que ces négociations-là, cet accord-là, devrait absolument échouer, puisqu'on privilégiait les individus que l'organisation des élections. C'est comme ça que nous en avons appelé. Que puisque nous avons commis des erreurs, nous croyons au pouvoir temporaire qui est le gouvernement, les postes de Premier ministre qu'on devrait donner à l'opposition. Nous avons ignoré les élections, qu'on organise des discussions au niveau de la classe politique et sociale, ne serait-ce qu'avec un point à l'ordre du jour, comment présenter un projet de calendrier électoral à la CENI. Les discussions ne s'intéresseraient qu'à l'organisation des élections. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque à chaque fois que nous nous retrouvons pour négocier, nous négocions mal puisqu'on négocie que partage des pouvoirs. Et si on ne prend pas en compte cette dimension ici, la CENI à qui revient la compétence d'organiser les élections et les opérations irrélatives, elle va publier son calendrier et l'imposer. Puisque une fois que le calendrier de la CENI est publié, on ne va plus y revenir. Il sera opposable à tous. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, la CENI n'a encore rien décidé. Elle n'a fait que des propositions lorsqu'elle a eu des échanges avec ses partenaires. Partis politiques, associations, les bailleurs de fonds, les gouvernements de la République. Alors, de ces concertations-là, la CENI pourra s'assumer. Or, il y a encore possibilité aujourd'hui que la classe politique et sociale puisse regarder les choses en face. Nous voulons un calendrier réaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des propositions. On ne vient pas m'ébrédir. Nous devons d'abord aujourd'hui nous demander est-ce que nous aurons aujourd'hui les 215 millions de dollars pour parachever les opérations d'enrôlement. Je vous dis, niet, impossible dans un pays où même les ministres viennent de faire 3 mois impayés. Ne parlons pas encore des fonctionnaires de l'État. On est même incapable d'indexer un taux budgétaire voté puisque le budget c'est une loi. On est incapable de payer les fonctionnaires à ce taux-là budgétaire indexé. On est incapable aujourd'hui de répondre aux besoins primaires des Congolais. Je ne vois pas comment on aura 215 millions de dollars pour financer les opérations d'enrôlement qui restent. Je ne vois pas comment aujourd'hui, d'ici 2 mois, 3 mois, on peut avoir les 500 millions de dollars attendus pour les 3 scrutins prévus dans l'accord de Saint-Sylvestre, puisqu'on a demandé à ce que ces 3 scrutins soient organisés concomitamment. Nous proposons, mettons de côté les 300 millions des élections locales et municipales, puisque c'était prévu que s'il y a les moyens, on pouvait faire ces élections-là. Soyons sérieux, soyons responsables, réalistes. Puisque nous n'avons que ce Congo, on n'a pas d'autres pays. Ne vendons pas du vent à notre peuple. C'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, nous devons nous asseoir autour d'une table. Est-ce que nous avons ces moyens-là? Aujourd'hui, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchons des voies et moyens pour coupler les scrutins. Cherchons des mécanismes qui aujourd'hui nous permettraient d'économiser. Par exemple, on peut élire le président de la République au second degré. On peut peut-être élire le député provinciaux et nationaux au même moment. Donc, il y a des mécanismes, des options que la classe politique et sociale peut lever et les proposer à la CENI. Nous devons, par exemple, recourir aujourd'hui aux technologies nouvelles, telles que, par exemple, la technologie Hayatech. Je prends l'exemple de la machine à voter, qui nous économiserait aujourd'hui. On s'attend à avoir 200 000 tonnes de paperasse. Ça va servir à quoi? Pourquoi on ne peut pas aujourd'hui imaginer une possibilité, par exemple, qui nous permettrait, par exemple, d'imprimer les bulletins de vote ici
lorsque l'hôtel de monnaie imprime l'argent, la monnaie, qui est le billet le plus important, sécurisé, pourquoi on devrait commander en Afrique du Sud, au Gabon, je ne sais pas, d'Europe, les bulletins de vote? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, nous ici, imprimer des kits électoraux, ce qui nous coûterait moins cher? Alors, toutes ces options-là devraient précéder la publication du calendrier électoral pour faciliter la tâche à la CENI, de façon que le calendrier qui sera publié par la CENI puisse unir les Congolais et non pas les diviser. J'ai salué par exemple des formations politiques telles que le MLC, qui a une centrale électorale comme l'INANA, notre parti politique, a proposé 200 jours. Mais lorsque le MLC a proposé 200 jours, ça doit être objet d'un débat. Lorsque j'attends mon ami Félix Tshisekedi Tshilombo proposer, dire que le 31 décembre, on va avoir une transition sans Kabila. C'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Que l'IDPS aussi et les RASOP limités apportent des propositions sur le plan électoral. C'est une question technique. Ce n'est pas de la guerre, ce n'est pas des choses de dire ah toi ou moi. Non. Et si on dit Kabila ne sera pas là, c'est bien bon. Mais comment on va désigner la personne qui va remplacer Kabila? Quels sont les mécanismes constitutionnels auxquels on va recourir pour que ça ne puisse pas créer le désordre, l'anarchie au pays? Puisque moi je me rappelle, j'ai été à Genval pour défendre la Constitution. L'objectif des travaux qu'on a tenus à Genval, c'était la défense de la Constitution. Donc aujourd'hui, tout schéma qui irait à l'encontre du respect constitutionnel va nous rencontrer sur leur voie. Mais M. Wilmichiki, pour Moïse Katumbi, il dit clair qu'il y a possibilité d'organiser les élections le 31 décembre, à condition que la majorité présidentielle accepte de présenter les dauphins du président Kabila. Il dit bien et clair que la majorité complique l'organisation des élections parce qu'ils n'ont pas encore les dauphins de Kabila. Donc, on peut dire que Moïse Katumbi a raison, on peut aller aux élections le 31 décembre seulement en cherchant les remplaçants du président Kabila, c'est clair. Vous savez, le problème de ce pays fait qu'on tend à individualiser les choses. Le problème n'est pas Kabila. Kabila, c'était un individu. Avant Kabila, il y avait d'autres présidents. Et après Kabila, il y en aura. La Constitution a prévu déjà le remplacement de M. Kabila. C'est par les prochains élus. Moi, je voudrais. Il engage toute une institution. Lorsqu'on parle de lui, on voit tout ce qu'il dirige. Mais ce n'est pas Kabila qui organise les élections. C'est la CENI. Je vous donne le cas, par exemple, aujourd'hui. L'accord du 18 octobre, celui de la cité de l'Union africaine, a prévu l'alternance au sommet de l'État. Le 8 mai 2018. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi ça? Puisque le 8 mai, au moins ici, on saurait que le 8 mai, on aurait un nouveau président. Kabila lui-même a apposé à signature. Mais on nous a amené un accord bidon qui ne prévoyait rien, seulement les élections auront lieu. Mais lorsque Moïse Katumbi dit ça, c'est bien bon, mais qui nous apporte alors son calendrier. Puisqu'il a enseigné à son calendrier. Puisque techniquement aujourd'hui, c'est là où il ne faudrait pas prendre la population congolaise pour des moutons qu'on veut amener à l'abattoir. Je m'excuse bien, il faudrait respecter quand même ces électeurs-là. Puisque si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons été élus. Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai été le deuxième dans ma circonscription de Walikale, de 2 sièges, après Élisée Mounemboué. Je connais l'importance de mes électeurs, puisqu'ils m'ont élu, ils m'ont fait confiance. Regardez aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à mi-octobre. Le 31 décembre, c'est dans 2 mois et demi. Pour organiser les élections, il faut d'abord le fichier électoral. L'enrôlement de Kassaï ne prendrait pas fin avant le 15 décembre de cette année. Il va nous rester 15 jours, n'est-ce pas? Puisqu'il ne faudrait pas que demain... Et puis, quand l'enrôlement est fini, nous avons un fichier brut. On n'a pas encore enrôlé les Congolais de l'étranger, où nous avons demandé au moins 50 jours pour les enrôler. Ne serait-ce qu'un échantillon dans les 5 continents. Lorsqu'on a ces fichiers-là, ces fichiers, c'est un fichier qui contient beaucoup d'infections. Vous avez vu, rien que l'audit diligenté dans une seule province de Sankoro, qui n'a même pas encore pris fin. Après 2 semaines, on a décelé 170 000 doublons. La centrale électorale de l'INANA, dans les simulations que nous avons faites, on estime sur les 46 millions d'électeurs entendus au niveau national, on aurait environ 2 millions de doublons.
Mais ces doublons-là, il faudrait les dénicher. Or, aujourd'hui, nous voulons des élections crédibles. Un électeur, une voix. C'est ainsi que les fichiers qu'on va avoir, après les derniers enrôlés de Kasaï, après les derniers enrôlés des Congolais de l'étranger, on va les jeter dans un serveur pour dénicher. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, avec la technologie nouvelle, un système qui détecte d'abord l'âge des électeurs. Il y a des endroits, nous le savons, ce n'est pas un secret, où on a enrôlé des mineurs. Et à partir de la photo, on peut détecter. Il y a des gens, comme on a vu au Sankuru, quelqu'un qui s'est fait enrôler 42 fois. Les serveurs acceptent, mais c'est après que les serveurs, puisqu'à partir de la photo, on peut détecter la même personne. Et ce travail-là ne prendrait pas moins de 2 mois. Rien que ce travail pour constituer le fichier électoral. Ce fichier électoral, une fois nettoyé, propre, on l'envoie au gouvernement de la République. Le ministère de l'Intérieur les reçoit. Il les soumet à la commission des lois. La commission des lois, j'ai été ministre pendant plusieurs années. La commission des lois, nous savons les habitudes ici, ne prendra pas moins de 1 mois pour le présenter au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres ne ferait pas moins d'1 mois pour le présenter au Parlement, dans l'un des bureaux des chambres, soit au bureau du Sénat, comme à l'Assemblée nationale. Dans les habitudes parlementaires, lorsque je regarde l'histoire parlementaire, il n'y a pas un projet de loi sur la répartition des sièges qui a été examiné dans moins de 2 mois. Allez-y comprendre combien de mois on a fait. Il faudra, une fois adopté, on l'envoie à la signature, donc à la promulgation au chef de l'État. Mais il doit passer par la Cour constitutionnelle pour la conformité à la Constitution, puisqu'il faudrait que ce projet de loi soit conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle généralement prend 1 semaine à 2 semaines. Le chef de l'État prend généralement 2 à 3 semaines. Nous sommes déjà à plus de 8 mois. Hein? Avant qu'on ait exactement les projets de loi sur la répartition des sièges. Et c'est lorsque la CENI a ces projets de loi sur la répartition des sièges qu'elle peut maintenant faire appel à la candidature. Or, on ne peut pas faire l'appel, on ne peut pas commander les matériels électoraux, notamment les bulletins de vote, sans qu'on sache combien de candidats on aura. Les élections passées, rien qu'au niveau de l'élection des députés provinciaux, on a eu 25 000 candidats. D'après les statistiques que nous avons faites au niveau de notre centrale électorale de l'Union nationale des nationalistes, on estime rien qu'à l'élection de députés nationaux environ 40 000 candidats. On estime environ 35 à 40 candidats aux élections, à l'élection présidentielle. On estime à plus de 85 000 candidats à l'élection de députés provinciaux. Donc, les bulletins de vote ne seront commandés qu'en fonction de ces données-là. Alors, M. Moïse Katumbi, qui nous explique, moi j'aimerais bien faire un débat avec lui. Est-ce qu'il a une centrale? D'abord, lui n'est pas chef d'un parti. C'est ça la difficulté aussi. Puisque lorsqu'on est chef d'un parti, nous devons avoir des centrales électorales. Puisque ça ne sert à rien de faire un débat avec la CENI qui est technique lorsque vous n'avez pas la matière technique. Puisque là, ce n'est pas la politique. C'est bien beau de dire que Kabila le veut ou pas. Parce que ce n'est pas Kabila. Aujourd'hui, si nous arrivons, par exemple, à lever des options selon lesquelles on pourrait par exemple combiner certains scrutins, selon lesquels on pourrait aujourd'hui recourir à l'informatique, à high-tech, pour par exemple économiser le temps, nous pouvons aujourd'hui franchement réduire les délais de 504 jours, mais il faut une option politique qui entamerait des modifications légale. Il faudra peut-être retoucher à la Constitution, il faudra peut-être retoucher à la loi électorale, puisque la CENI est respectueuse de la loi. C'est ce que l'opposition refuse. Toucher à la Constitution, c'est déjà le référendum. Absolument, c'est comme ça qu'il faut un débat. Il faut un débat qu'on nous propose. On dit bien, aujourd'hui, je vous dis matériellement, dans 2 mois et demi, si on peut avoir les élections, on va les faire comment? Ce sont des étapes, et je n'ai pas encore cité une autre étape importante, puisque à chaque cycle électoral, on recrute les agents électoraux. La CENI n'a pas d'agent permanent pour organiser les élections. Il faut les recruter, il faut les former, il faut les déployer. Ce n'est pas moins de 2-3 mois. Et après, maintenant, il faudrait passer aux opérations proprement dites d'élection. C'est-à-dire les ramassages d'abord des urnes, et la CENI doit agréer les votes
Et après, il faudra aller vers les contentieux. Là, ce sont les cours et tribunaux qui vont intervenir. Donc, sincèrement, un homme sérieux qui a un minimum de connaissances en matière électorale ne peut pas aujourd'hui parler d'organiser les élections au 31 décembre. Organiser un débat, moi j'aimerais bien être avec Moïse Katumbi sur ce plateau ici, qui m'explique matériellement comment il va le faire, puisque le dauphin de Kabila, ça c'est une affaire interne à leur organisation politique. Que Kabila ait son dauphin ou pas, ce n'est pas notre problème. Pourquoi on ne demande pas le dauphin de Michiki ou d'autres candidats? Pourquoi Tshisekedi n'a pas laissé les dauphins? Est-ce que pourquoi on va imposer? Ça, c'est le règlement des comptes entre les kabilistes, Moïse Katumbi et Kabila, qu'on n'amène pas les affaires privées de règlement des comptes dans les affaires de la nation. Mais si nous voulons parler nation, on veut parler congolais. Oui, on parle nation, on parle congolais. Si on s'est beaucoup plus attardé sur la question de dauphin, c'est parce que le président Kabila ne va plus se représenter. Alors que le président de l'UNANA, Willy Chik, peut se représenter comme candidat à la présidentielle, de même que le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, et les autres. Donc si on a essayé de nous attarder un peu là-dessus, c'est parce que nous savons comment décrypter un peu ce qui se cache derrière la tête. C'est vrai qu'on ne peut pas interpréter les intentions, mais c'est aussi un fait qui se laisse voir, qui se laisse sentir au niveau de la faisabilité pour aller aux élections. Personnellement, j'ai apprécié votre discours beaucoup plus technique, mais moi je me demande, qui bloque la machine? Vous étiez là, vous étiez parmi les participants, les signataires de ces désaccords. Pourquoi vous n'aviez pas élaboré tout cela avant qu'on signe les accords? Vous attendez à ce que la CENI propose ce qu'elle a proposé, et puis vous venez dire que ce n'est pas un calendrier ou ce n'est pas un timing bien réfléchi. Voilà ce qu'on pouvait faire. Pourquoi ne pas rédiger et présenter ce que votre parti a pu concevoir? Absolument. D'abord, je voudrais dire, c'est moi en tant que membre de l'opposition, signateur de l'accord. Je n'ai pas participé, mais j'ai adhéré à l'accord. Parce que j'avais trouvé que c'était le seul accord qui nous permettait aujourd'hui d'arriver à l'alternance au sommet de l'État, l'accord du 18 octobre. Je voudrais dire que moi, ça m'arrange que la majorité présidentielle n'ait pas de dauphins jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils seront pris par l'effet de surprise. Ça devrait arranger l'opposition, les vrais aux opposants, puisque lorsque vous n'avez pas un candidat préparé, mais vous aurez des difficultés. Et à ma connaissance, M. Kabila n'a jamais dit qu'il sera candidat, à ma connaissance. Revenons sur ce cas-là, auquel vous venez de faire allusion. Nous déjà, notre parti politique INANA, nous avions attaqué cet accord de Saint-Sylvestre en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. C'est RP, je crois, 13 et 18, je peux vous donner la référence. Et notre requête était déclarée recevable par la Cour constitutionnelle. Et dans les règlements intérieurs de la Cour, dans les 30 jours, la Cour constitutionnelle devrait nous répondre. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas répondu? Parce que nous l'avons attaqué d'abord si son constitutionnel. Parce que c'était un accord bidon qui ne prévoyait rien. C'est pourquoi aujourd'hui, si réellement le procureur général de la République est responsable de ses prérogatives, il devrait en principe diligenter une information judiciaire à l'égard des évêques. Les évêques ont une responsabilité, puisque c'est eux qui nous ont fait croire que les élections, en tant que médiateurs, allaient réellement avoir lieu. Ils ont induit le peuple congolais en retard. Et lorsque vous constatez aujourd'hui le projet de calendrier que la CENI voudrait présenter, on prévoit les élections éventuellement en mi-2019. Alors que c'était prévu dans l'accord du 18 octobre en avril 2018. Donc il y a un an de retard. C'est pour dire que cet accord de Saint-Sylvestre nous a causé exactement un an de retard. Un an de retard. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été repris dans le gouvernement que vous fustigez cet accord. Je vais vous révéler une chose. Vous jouez l'ancien accord parce que vous étiez ministre non. dans ces résolutions. Je vais vous faire une révélation. Regardez les archives. Nous avons attaqué en inconstitutionnalité
cet accord de la CENCO exactement avant décembre 2000, c'était le 17 décembre, avant même sa signature. Nous l'avons attaqué. J'étais au gouvernement. J'étais membre du gouvernement à ce moment-là. C'est pour vous dire que ce n'est pas de l'opportunisme politique. Et après, nous avons continué à alerter l'opinion. Donc, ce n'est pas question d'intérêt personnel. Parce que, vous savez, les fonctions d'État, ce sont des mandats. Moi, j'aimerais bien, moi, assumer des fonctions lorsque j'ai un mandat parlementaire. Ça, c'est du provisoire, ça passe. Nous avons implanté notre parti sur les 23 provinces. Si les 26 provinces, nous sommes présents dans les 23 provinces. Et notre stratégie, c'est de porte à porte. Nous voulons aujourd'hui tester quand même notre capacité de mobilisation. Et l'unique moyen de le faire, ce n'est pas les élections. Ça, c'est du provisoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Même nous qui étions au gouvernement, même ceux qui sont là, ils représentent quoi? Rien du tout. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui mettre fin à cette transition infinie. Puisque vous regarderez aujourd'hui qu'on essaie de donner plus d'importance au mangeoires, le partage des pouvoirs, que la question électorale. Lorsque vous regardez, même les débats au niveau de la cité de l'Union africaine, peut-être là on peut dire 60% ont au moins été axés vers les élections. Mais les centres interdiocésains, il n'y a rien. Même quand on nous dit aujourd'hui, j'ai attendu les amis dire qu'on va organiser les élections dans 6 mois, après le 31 décembre. Mais vous allez les organiser comment? Les élections sont techniques. Il y a quand même une procédure, même si on dit aujourd'hui. J'ai même entendu d'autres voix demander Nanga va démissionner. Mais même si Nanga va démissionner, mais le problème ce n'est pas Nanga. On a eu des problèmes avec Malou Malou, avec Moulunda, avec tout. Et puis les mécanismes pour désigner les remplaçants de Nanga. Les mécanismes sont connus, il faut passer par le Parlement. Est-ce qu'ils ont encore aujourd'hui d'autres... Moi je crois sincèrement, cette fois-ci ou jamais, laissons la CENI exercer ses pouvoirs prérogatifs que lui confère la Constitution. Puisqu'à chaque fois que les politiques s'y mêlent, ça ne marche pas. À chaque fois que la société civile s'y mêle, ça ne marche pas. Moi je préfère sincèrement avoir un calendrier réaliste qui prendrait autant de temps que cela pourrait l'être, que d'avoir encore un calendrier de 6 mois, une année, qu'on va encore aller, puisque là, on ne finira jamais. Et je mets ma main à couper que si ce calendrier de la CENI n'est pas respecté, on ira dans une transition de 5 ans. Et vous êtes très fort. Retenez cette émission, vous me donnerez raison. Merci beaucoup. Je passe la parole cette fois-ci à notre confrère de EDTV, Vincent Muzungo. Merci. J'aime bien vous appeler prophète. Vous avez prophétisé l'autre fois. Tel qu'il est parti, il ne rentrera pas au pays. Chose promise, chose faite. Mais je voudrais ici que nous puissions réfléchir un peu ensemble. Vous avez évoqué d'impossibilités qui montrent l'insuffisance qui s'allie dans la thématique de ne pas organiser les élections en général. Vous évoquez les cas de beaucoup d'argent qu'il nous faudrait. Mais s'il fallait faire un petit pas en arrière, vous verrez qu'il y a eu le centre Carter qui l'autre fois disait, quand nous étions au mois de juillet, qu'il était encore possible que les élections puissent se tenir en RDC avant décembre. Et je rappelle qu'il y a le FMI qui disait être prêt à financer les élections en RDC. Ce sont seulement des réflexions. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, les hommes politiques ont tendance à amener des astuces pour répondre à des bonnes questions? Prenons l'exemple de Libéria. Hélène Sirleaf n'a pas évoqué le cas d'Ebola, parce que je rappelle que ce pays-là a connu aussi la crise de l'économie. Mais du moins, il y a une élection. Le deuxième tour est en cours. Monsieur Willy Michik, pourquoi vous, en politique congolais, vous voulez toujours amener des astuces là où des bonnes questions peuvent être résolues dans un clin d'œil? Mais la question des moyens, sincèrement, ce n'est pas une astuce. Regardez aujourd'hui le budget de l'État. Combien l'État mobilise aujourd'hui? Malgré que l'État congolais, le gouvernement de la République, a décidé depuis un certain temps de consacrer un tiers de ses recettes à l'organisation des élections. Vous savez que depuis le gouvernement Tchibala est en place,
Si les 200, les 300 et quelques millions de dollars entendus, le gouvernement Tchibala n'a libéré que 70 millions. Puisque le budget était de 425 millions qui étaient attendus, 425 millions. C'est vrai que le gouvernement Sami Badibang a fait quand même un pas, il faut les féliciter. Mais il n'y a que 70 millions qu'on a libérés. Aujourd'hui, il nous reste 215 millions. J'aimerais que le FMI vienne faire ne serait-ce qu'une promesse de fonds pour dire que si la CENI s'engage à parachever les opérations électorales dans tel timing, moi, FMI, je mettrai ces moyens à sa disposition. C'est bien beau de dire qu'il y a l'argent. Qui peut nous garantir aujourd'hui avoir les 500 millions de dollars? Moïse Katumbi a l'argent. Pourquoi il ne peut pas dire, comme il a dit pour l'arnaque de maïs, qu'il amènerait des tonnes de maïs au Katanga qui n'ont jamais vu les jours? Moïse pouvait dire, moi, Moïse Katumbi, c'était milliardaire. Je prends 500 millions de dollars, j'aime ce pays. Je mets dans un compte bloqué pour que la CENI organise les élections présidentielles, législatives et provinciales. Mais c'est ça, c'est du concret. La Fondation Carter, c'est une fondation, c'est une petite ASBEL. Moi qui vous parle ici, j'ai plus de 11 ASBEL que je dirige. Nous avons aussi nos opinions. Le problème des Congolais, c'est que tout ce qui est bon vient de loin. Si nous, Congolais ici, qui vivons les réalités, nous vous donnons les éléments, vous n'allez pas nous croire. Il faut que quelqu'un quitte Washington, Paris, Bruxelles, New York, puisse dire quelque chose. Ah, ça c'est la parole d'évangile. Moi, j'aimerais que la Fondation Carter, que je respecte beaucoup, nous dise techniquement comment ça va se faire. De juillet à décembre, c'est 5 mois. Comment dans 5 mois, on va déployer les kits et toutes les lois? Parce que les élections, ce ne sont pas seulement des moyens. Il y a aussi des lois qui accompagnent. Un projet de loi comme la répartition des sièges, comment on va élire les gens? On ne sait pas aujourd'hui. Les dernières statistiques que nous avons datent de plus de 5 ans. Comment saurons-nous que Kinshasa a droit à autant de députés? Pour le faire, il y a un processus. Comment allons-nous aujourd'hui enrôler les gens sans moyens? La CENI est limitée à ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, toutes ces déclarations-là, c'est bien beau pour la consommation du public. Mais nous voulons aujourd'hui quoi? Et le concret, c'est quoi? Le concret, c'est que tous ces partenaires-là, les FMI, la Fondation Carter, que vous avez cité, les gouvernements, les autres, se mettent autour d'une table. Que chacun s'assume. Moi, j'ai fait ça. J'étais vraiment dessus par les recommandations ici de la tripartite, CENSA, gouvernement, CENI. Évidemment, je l'avais déjà prévu dans mes interventions antérieures, puisque ce n'était pas un cadre idéal. L'unique cadre idéal aujourd'hui, c'est les échanges directs entre les politiques et les acteurs de la société civile. D'autant plus que le CENSA n'est pas représentatif, le gouvernement non plus. Il y a une grande partie de nos compatriotes qui ne font pas partie de ces institutions-là et prennent des décisions aussi importantes, même si c'est une recommandation de l'accord de Saint-Sylvestre, aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi je m'attendais sincèrement qu'à l'issue de cette tripartite-là, quoique elle n'était pas représentative, chaque intervenant devrait s'engager par écrit. Le gouvernement de la République devrait dire, moi, Tchibala, qui n'a même pas signé, ça c'est encore grave, hein? Donc il ne s'est pas engagé, il n'a même pas signé, il a fait signer, il a fait représenter le gouvernement par le ministre de l'Intérieur qui n'a aucune compétence constitutionnelle pour engager le gouvernement, alors qu'il était présent. Le président du CENSA, il n'a fait qu'un petit paraphe pour dire que même le CENSA n'est pas organisé. Donc ça c'est vraiment de la fatigue, je me dis, de l'amateurisme au sommet de l'État. Moi je m'attendais à ce que le gouvernement puisse s'engager pour dire que moi, gouvernement, je m'engage dans tel timing de mettre à la disposition de la CENI 215 millions de dollars pour parachever les opérations d'enrôlement. Je m'engage, moi, gouvernement, à mettre 500 millions de dollars. Ce qui n'est pas aussi impossible, il faut souligner ça aussi. Ce qui n'est pas impossible, moi j'ai dit, il fallait que le gouvernement s'engage. C'est ça, on attendait les engagements. Moi, Parlement, je m'engage qu'une fois que le projet de loi sur la répartition des sièges arrive au Parlement, que ce soit à la haute chambre comme à la basse chambre, ça ne pourrait pas faire 2 semaines. Au lieu de 2 mois, entendu, 8 semaines, on peut faire 2 semaines. C'est possible. Le chef de l'État pouvait s'engager, dire, moi, une fois que j'ai le projet de loi adopté,
j'ai la conformité de la Cour constitutionnelle, ça arrive chez moi, dans 48 heures, je signe. Donc ce sont des engagements fermes. Les bailleurs de fonds, puisqu'il y avait là-bas les partenaires, devraient, la Banque mondiale était là, le PNID était là, tous ces partenaires bilatéraux, multilatéraux, chacun devrait s'engager, même la Fondation Carter, pour dire, voilà. Ainsi, on aurait réduit les 504 jours, peut-être à 200, même à 100 jours. Ça, c'est la technique. On aurait levé des options. On dit à la CENI, puisque la CENI est neutre. À la CENI, nous optons pour les high-tech. Utiliser, par exemple, une élection, par exemple, semi, c'est pas à high-tech, la machine à voter, qui pourrait, par exemple, nous économiser de 200 000 tonnes de papier, on pourrait peut-être utiliser seulement 1000 tonnes. Ce sont des économies comme ça qu'on devrait faire, et à la fin, on pouvait dire, le délai de 504 jours, M. Nanga exagère, voilà, nous vous avons facilité la tâche, on a couplé les scrutins, on a réduit, par exemple, les paperasses, nous estimons que 100 jours, c'est possible. Et Nanga se conformerait à ça, d'autant plus qu'il y a des partenaires aujourd'hui qui interviennent dans la chaîne d'organisation des élections que la CENI ne contrôle pas. En quoi la CENI contrôlerait l'examen d'un projet de loi électorale, par exemple des lois sur la répartition des sièges ou au Parlement? Pas du tout. Certains acteurs politiques RDCiens vous traitent d'un traître de la République. Ils disent que Nanga a parlé seulement des 504 jours, qui est chose qui semblerait être une utopie, et vous venez encore de lui ajouter 50 jours. Absolument. Ça, c'est une façon de ne pas aimer le pays. Puisqu'il a oublié dans les 504 jours les Congolais de la diaspora, et nous estimons que ce n'est pas le fait qu'on vit à l'extérieur du pays qu'on n'appartient plus à la communauté nationale. Mais vous ne craignez pas que Kabila demain dise encore que s'il a été entouré d'une bonne personne, les choses n'allaient pas passer de la manière que se passe maintenant? Je reviens encore pour dire que le problème n'est pas au niveau de Kabila. D'ailleurs, il est institution, ça lui engage. Les présidents, vous savez, le problème des Congolais, nous avons une mémoire très courte. On ne lit même pas. Vous savez, si vous voulez cacher à un Congolais quelque chose, il faut le mettre par écrit. Les Congolais, non, les Congolais lisent très peu. Lorsque vous regardez la Constitution, le président de la République règne mais ne gouverne pas. Toutes ces lois ici, tous les processus en principe, ça s'est fait au niveau du Parlement. Ce sont les deux chambres. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui même le Sénat, qui s'est tapé gratuitement un mandat gratuit, personne n'ose soulever son petit doigt pour demander que ce Sénat-là aille au garage. Personne. Personne. Cette Assemblée nationale qui légifère, qui conduit, qui est à la base de tout, on la laisse. C'est un individu, Kabila. Non, ce n'est pas que je ne suis pas kabiliste, mais moi je dis, il ne faut pas, on tape à côté. C'est une distraction. Puisqu'on a fait croire aux gens que le vrai pouvoir, c'est au président de la République. Moi je vous dis, moi Willy Michiki, je ne serai jamais candidat président de la République. Le président n'a pas de pouvoir, c'est puisque dans ce pays, on n'a jamais expérimenté. Le président n'a pas de pouvoir, mais le président africain en général ne veut pas organiser les élections pour quitter le pouvoir. L'autre système, c'est un système semi-présidentiel. Le Parlement a beaucoup plus. Est-ce que vous savez que le Parlement paie des choix à le président de la République? Vous le savez. Les Congolais ne lisent pas. C'est pourquoi quand on veut cacher aux Congolais quelque chose, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, c'est tout. Parce que les Congolais ne lisent pas. Ils ne connaissent même pas les institutions, comment les institutions fonctionnent au pays. La loi, je déclare, nous sommes dans un système politique semi-présidentiel où il y a concurrence des pouvoirs entre le Parlement et le président de la République. Mais le président actuel, Kabila, règne mais ne gouverne pas. La gestion, aujourd'hui, le gouvernement dépend de qui? Pas de Kabila. Est-ce que vous savez que le président Kabila ne peut pas même limoger un premier ministre? Il nomme mais ne limoge pas, mais le Parlement peut le faire. Voilà les problèmes de ce pays, on tape c'est au niveau du Parlement. Et dans ce Parlement-là, vous avez l'opposition et la majorité. Mais le Parlement peut le faire. Nous sommes dans un système aussi présidentialisme. C'est ce qu'on dit en c'est que semi-présidentiel, oui, c'est pas si différent. Oui. Les systèmes politiques sont bien clairement définis par la Constitution. Vous avez dit que le président règne, mais il ne gouverne pas. Absolument. Mais à travers la gestion quotidienne ne relève pas de M. Kabila. La présidentielle au Parlement lui donne toujours le pouvoir. S'il y a de lois à voter et qu'il y a l'opposition qui est minoritaire, mais c'est la majorité qui va gagner parce que nous sommes dans un pays démocratique. Donc, dire que le président règne ne gouverne pas, ça c'est être beaucoup plus catégorique. Mais moi j'aimerais que... Bon,
je souhaiterais qu'on relativise cette pensée en disant que le président règne, mais il gouverne par le biais de ces mécanismes. La majorité présidentielle, s'il vous plaît, épargnez-nous ces confusions-là. C'est une asbelle. Ce n'est pas une nation de la République. C'est ça l'erreur que nous commettons. On fait de l'amalgame. Cette majorité peut changer. Vous savez, le problème, c'est quoi? La difficulté que nous avons toujours eu au niveau de l'opposition. Je ne vais pas vous livrer ici des secrets d'État que j'ai eu à partager avec mon ami et partenaire Etienne Tshisekedi. Vous savez, cette majorité-là, elle est mécanique. Le PPRD a combien de députés aujourd'hui dans ce Parlement-là? Moins de 50. Moins de 50, moins de 10%. Les vrais députés du PPRD. Alors, dites-moi, comment les 10% peuvent anarquer tout le monde? Non, c'est la stratégie. Il y a des gens qui sont... Cette majorité-là peut aussi basculer. Mais il faut des stratèges politiques. La majorité présidentielle n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la conduite des affaires de l'État. C'est une ASBL comme toutes les autres. C'est comme aussi les RASOP, c'est comme aussi l'OPSA et tant d'autres. Et pourtant, donc aujourd'hui, elle bloque beaucoup de résolutions, cette majorité que vous parlez de... Mais c'est une ASBL qui s'organise. De miniaturiser, de minimiser la portée ou la puissance. Les institutions de la République sont connues. C'est question de faire la politique. Nous la faisons mal, il faut reconnaître. Mais ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, je cite les gens de Pierre Lumbi, les Kamitatu, les Katumbi, mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où entre nous? Parce qu'on a une mémoire courte. Mais c'est eux qui ont fait de Kabila ce qu'il est aujourd'hui. C'est que les Congolais oublient. On se moque des Congolais. Mais qui ont fait le kabylisme? Les piliers des kabylistes. Mais la politique est dynamique, c'est tout à fait normal. Justement, elle est dynamique. Les mêmes gens qui sont dans l'opposition montent. C'est pourquoi je dis ce sont des ASBL. Les Congolais doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous devons plus renforcer les institutions de la République et non pas les individus. Et non pas les ASBL. La majorité présidentielle passera, mais les institutions de la République resteront. Combien d'organisations dans l'opposition on a connu? Nous avons été dans l'union sacrée de l'opposition, on a été dans le front, on a été dans RASOP, dans tout ça. Mais ça apporte quoi? Oui, monsieur, nous devons aujourd'hui... J'accorde la parole à notre confrère de Actualité.cd pour la dernière question. Et je vais accorder la parole à notre confrère de TV. Ensuite, je veux citer parce que nous sommes à la télévision, le temps, c'est précieux. Monsieur Michiki, vous êtes l'homme de stratégie. Déjà, on sent des divergences au niveau de la tripartite entre le président du CNSA et le Premier ministre. Et vous, étant analyste politique et spécialiste dans le domaine politique, que pouvez-vous faire ou quelles seront les stratégies à mettre en place pour éviter ces divergences? On sent déjà la guerre des esprits, la guerre entre les deux personnalités. Quelle serait la stratégie qu'on pourra mettre en place pour avoir de convergence afin d'adopter de meilleures idées pour organiser les élections apaisées en République démocratique du Congo? Bon, en principe, d'abord, ce n'est pas propre. Moi, je trouve que c'est indécent d'amener ces petites rivalités de leadership au sommet de l'État. En principe, la tripartite devrait être présidée par le président du CNSA. Je me demande, vous savez le problème, nous Congolais, les mémoires courtes. Si Tshisekedi était là, est-ce que Bruno Tshibala aurait dû ouvrir les travaux de tripartite? Ce poste-là était préparé pour Tshisekedi. Est-ce que vous voyez vraiment Bruno Tshibala, Premier ministre, venir ouvrir les travaux sans que même le président du CNSA Tshisekedi passe même un petit mot? À la clôture, c'est encore Bruno Tshibala, alors que le gouvernement devrait être à la barre. C'est le CNSA, c'est Olengankoy. Quelles que soient ses faiblesses, c'est lui le président du CNSA, c'est lui qui devrait présider. Puisque le CNSA est légataire, est constitutionnel. Bon, constitution comme c'est grave, mais est prescrit dans l'arrangement particulier comme dans l'accord de Saint-Sylvestre. C'est à lui, Olengakoy, et sa structure qui devrait demander à toutes ces décisions-là qui interviennent dans le processus électoral. Monsieur Tshibala, combien de moyens disposez-vous pour que nous puissions parachever les opérations d'enrôlement? Combien de moyens disposez-vous pour nous donner les élections entendues conformément à l'accord? Parlement, M. Ombe Minako, M. Kengo, est-ce qu'il vous faut vraiment 2 mois pour examiner un projet de loi sur la répartition des sièges? Monsieur le Président de la République, voudriez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous aurez
ces projets de loi. Au lieu de faire un mois tel que la CENI l'a prévu, faire 2 jours. La Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il vous faut 2 semaines vraiment pour examiner la conformité